À l'aube du vieux siècle avant notre ère, le monde grec vivait dans l'ombre d'un empire dont la taille et la puissance semblaient dépasser l'imagination humaine. À l'est, au-delà des mers et des déserts, s'étendait la Perse achéménide, un colosse bâti par des générations de conquêtes, gouverné par un roi qui se considérait non seulement comme maître des hommes, mais comme l'élu des dieux. Ce roi s'appelait Xerxès. Son nom résonnait comme un tonnerre dans les cités grecques, porteur d'une promesse de domination totale et d'un châtiment inexorable pour ceux qui avaient osé défier son père. Car avant Xerxès, il y avait eu Darius, et avant Thermopyle, il y avait eu Marathon, une plaine poussiéreuse d'Attique où, contre toute attente, une armée de citoyens soldats avait repoussé les forces perses. Cette défaite n'avait pas brisé l'Empire, mais elle avait blessé son orgueil. Darius était mort avec ce rêve inachevé, soumettre la Grèce, la réduire au silence, effacer l'affront. Xerxès hérita de cette obsession comme d'un fardeau sacré. Pendant des années, il prépara sa vengeance. Les forêts d'Asie mineure furent abattues pour construire des navires, les rivières détournées pour nourrir des armées innombrables, les routes élargies pour laisser passer une marée humaine sans précédent. On disait que la terre tremblait sous les pas de cette armée. Des hommes venus de toutes les provinces de l'Empire, Perses, Mèdes, Assyriens, Égyptiens, Indiens, peuples aux langues innombrables et aux coutumes étrangères. Certains portaient des armures étincelantes, d'autres des tuniques légères, des arcs composites, des lances, des haches. Au cœur de cette masse se trouvait l'élite, les immortels, 10 000 guerriers dont le nombre ne diminuait jamais, car chaque mort était immédiatement remplacée. Ils étaient le symbole vivant de la puissance impériale. Face à cette tempête qui s'approchait, le monde grec était divisé. Les cités se jalousaient, se craignaient, se souvenaient de vieilles guerres plus facilement que d'une menace commune. Athènes, consciente que la mer serait décisive, misait sur sa flotte. Sparte, puissance terrestre austère et redoutée, regardait vers le nord, vers les routes étroites par lesquelles l'ennemi devrait passer. Entre la Thessalie et la Grèce centrale existait un goulet naturel, un passage si étroit que la mer et la montagne semblaient en s'y toucher. On l'appelait les Thermopyles, les portes chaudes, à cause des sources sulfureuses qui s'y écoulaient. C'était là que le destin allait se resserrer, comme une lame sur la gorge de l'histoire. Sparte n'était pas une cité comme les autres. Elle n'était ni riche en temples somptueux, ni célèbre pour ses poètes. Sa grandeur reposait sur une seule chose, la guerre. Dès l'enfance, les garçons étaient arrachés à leur famille pour être jetés dans l'agogé, un système d'éducation impitoyable destiné à forger des soldats parfaits. La faim, le froid, la douleur faisaient partie de leur quotidien. On leur apprenait à obéir, à endurer, à tuer sans hésitation. Mourir pour Sparte n'était pas une tragédie, c'était l'accomplissement ultime. À la tête de Sparte se trouvait alors Léonidas, un roi issu de la lignée des Héraclides. Il n'était pas né pour régner, le trône lui était revenu tardivement, après la mort de ses frères. Cette trajectoire avait fait de lui un homme différent, moins arrogant, plus réfléchi, mais tout aussi façonné par la discipline spartiate. Léonidas savait que la force de Sparte ne résidait pas dans le nombre, mais dans la qualité de ses hommes et dans la manière dont ils combattaient, bouclier contre bouclier, formant une muraille vivante. Lorsque la nouvelle de l'avance perse arriva, les Grecs consultèrent dans les oracles. À Delphes, la prophétesse livra une réponse terrible. Soit Sparte tomberait, soit l'un de ses rois mourrait. Il n'y avait pas d'autre issue. Léonidas comprit immédiatement le sens de cette prophétie. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Quelqu'un devait se tenir aux Thermopyles et y retenir l'ennemi, ne serait-ce que quelques jours, pour donner au reste de la Grèce le temps de se préparer. Mais Sparte était liée par ses lois et par ses fêtes religieuses. Les Carneia, célébrations sacrées, empêchaient une mobilisation complète. Léonidas prit alors une décision qui allait entrer dans la légende. Il partirait avec une garde réduite, 300 hommes choisis non seulement pour leur bravoure,
mais aussi parce qu'ils avaient tous des fils. Ainsi, leur lignée survivrait, même si eux-mêmes ne revenaient jamais. Ils quittèrent Sparte en silence, accompagnés par des contingents d'autres cités grecques, Thespiens, Thébains, Arcadiens. Au total, quelques milliers d'hommes seulement, une goutte d'eau face à l'océan Perse. Pourtant, lorsqu'ils arrivèrent aux Thermopyles et virent dans l'étroitesse du passage, Léonidas sut qu'ils avaient de trouver l'endroit idéal. Là, la supériorité numérique de Xerxès deviendrait presque inutile. Là, la phalange grecque pourrait tenir. Xerxès, de son côté, ne pouvait croire que des hommes osent lui barrer la route. Depuis un promontoire, il observait le défilé et les Grecs qui s'y préparaient. On raconte qu'il rit en voyant certains Spartiates se peigner les cheveux. Ce geste, loin d'être une frivolité, était un rituel. Il se parait avant la bataille comme on se prépare à rencontrer la mort. Un traître grec, cherchant la faveur du roi, expliqua à Xerxès que ces hommes se battraient jusqu'au dernier. Le roi perse n'en crut rien. Comment quelques milliers d'hommes pourraient-ils résister à l'armée la plus puissante du monde ? Il envoya des messagers pour exiger la reddition et la remise des armes. La réponse de Léonidas fut simple, glaciale, « Viens les prendre ». Les premiers jours de combat furent un choc pour les Perses. Ils attaquèrent en vagues successives, persuadés que le nombre finirait par écraser la résistance grecque. Mais dans le défilé étroit, leur formation se brisait. Les longues lances des hoplites frappaient sans relâche, les boucliers s'emboîtaient, et chaque pas en avant des Perses était payé au prix du sang. Les Spartiates combattaient avec une précision presque mécanique, avançant, reculant, remplaçant les hommes fatigués par des guerriers frais. Les morts perses s'accumulaient, au point que l'on dit que la mer elle-même se teignit de rouge. Xerxès, furieux, lança ses troupes d'élite. Les immortels entrèrent dans le défilé, convaincus que leur réputation suffirait à briser l'ennemi. Ils furent accueillis par la même muraille de bronze et de chair. Leur courage ne manquait pas, mais leur équipement et leur tactique n'étaient l'un pas adaptés à cet espace confiné. Eux aussi tombèrent, et le mythe de leur invincibilité se fissura. Pendant 2 jours, les Grecs tinrent, 2 jours qui résonnèrent comme un défi lancé à l'Empire. Mais la fatalité approchait. Un homme nommé Éphialtès, connaissant un sentier de montagne, trahit les Grecs et révéla à Xerxès un chemin permettant de les prendre à revers. Lorsque Léonidas apprit la nouvelle, il comprit que la fin était venue. Il rassembla ses alliés et leur donna le choix. Beaucoup furent renvoyés. Certains partirent le cœur lourd, d'autres restèrent par honneur. Les Thespiens, en particulier, refusèrent de se retirer. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils restèrent quand même. Les Thébains furent contraints de rester, pris dans un dilemme politique et militaire qui les dépassait. À l'aube du 3e jour, les Perses attaquèrent de front tandis que leurs troupes contournaient le défilé. Les Grecs sortirent de leur position défensive et combattirent dans une fureur désespérée. Les lances se brisèrent. Alors ils utilisèrent leurs épées. Quand les épées furent émoussées, ils frappèrent avec leurs boucliers, avec leurs mains nues, avec leurs dents. Léonidas tomba au combat, et autour de son corps se livra une lutte acharnée. Les Spartiates récupérèrent son cadavre, refusant qu'il soit profané. Finalement, encerclés, submergés par les flèches, les derniers défenseurs tombèrent. On dit que le soleil fut obscurci par les projectiles perses et que les Grecs combattirent à l'ombre. Lorsque tout fut terminé, le défilé était jonché de corps. Xerxès avait gagné le passage, mais à un prix qui ébranla même sa confiance. Sur le lieu de la bataille, les Grecs élevèrent plus tard une simple inscription. Passant va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. Ce n'était pas seulement un hommage aux morts, mais un message au monde entier. Les Thermopyles n'étaient pas une victoire militaire, mais elles devinrent une victoire morale. Elles montrèrent qu'un empire, aussi vaste soit-il, pouvait être défié par le courage et le sacrifice. La route vers le sud était désormais ouverte à Xerxès. Athènes brûlerait, la guerre continuerait.
Mais quelque chose avait changé. Dans le cœur des Grecs, la peur avait cédé la place à la détermination. Aux Thermopyles, quelques milliers d'hommes, et parmi eux 300 Spartiates, avaient prouvé que la liberté pouvait se défendre jusqu'à la mort. Et cette idée, plus que n'importe quelle armée, allait finir par vaincre l'Empire perse. Après la chute des derniers défenseurs aux Thermopyles, le silence qui s'abattit sur le défilé n'était pas celui d'une victoire éclatante, mais celui d'un champ de mort saturé d'odeurs de sang, de fer et de soufre. Xerxès se tenait au-dessus des corps, regardant ce passage qu'il avait tant désiré franchir. Il avait gagné, mais ce triomphe avait un goût amer. Jamais encore l'Empire n'avait payé un tel prix pour un espace si étroit, pour quelques jours seulement. Et pourtant ces jours avaient suffi à fissurer l'image d'invincibilité perse. Léonidas fut identifié parmi les morts. Xerxès, partagé entre colère et admiration, ordonna que son corps soit décapité et empalé, un geste rare, presque sacrilège, destiné à laver l'affront. Ce n'était pas seulement un acte de cruauté, mais une tentative désespérée de réaffirmer l'autorité du grand roi sur un monde qui, pour la première fois depuis longtemps, avait osé lui résister ouvertement. Mais ce geste, loin d'effacer la mémoire des Spartiates, ne fit que la graver plus profondément dans l'esprit des Grecs. Lorsque la nouvelle de la bataille se répandit à travers la Grèce, elle provoqua une onde de choc. À Sparte, les femmes accueillirent les messagers sans larmes. Elles avaient appris à vivre avec la certitude de la perte. La mort de Léonidas n'était pas une surprise, mais l'accomplissement de la prophétie. À Athènes, en revanche, la réaction fut différente. Les récits de la résistance désespérée, du sacrifice total, nourrirent une détermination farouche. Les citoyens comprirent que la guerre ne serait pas gagnée par la terre, mais par la mer. Tandis que Xerxès avançait vers le sud, les Grecs évacuaient Athènes. Les temples furent abandonnés, les foyers désertés. La ville, berceau de la pensée et de l'art, se vida de ses habitants comme un corps se préparant à perdre un membre pour survivre. Beaucoup se réfugièrent sur les îles voisines, d'autres rejoignirent la flotte rassemblée près de Salamine. Les Thermopyles avaient offert du temps, et ce temps fut utilisé avec une lucidité presque désespérée. Xerxès entra dans Athènes et la trouva vide. Sa colère éclata alors sans retenue. La ville fut incendiée, l'acropole profanée, les statues renversées. Les flammes s'élevèrent dans le ciel, comme un défi lancé aux dieux grecs eux-mêmes. Mais cette destruction ne brisa pas l'ennemi, elle renforça sa résolution. Là où les Perses voyaient une cité réduite en cendres, les Grecs voyaient un symbole à reconquérir. La guerre se déplaça sur la mer, là où la supériorité numérique perse devenait un fardeau plutôt qu'un avantage. Dans les détroits étroits, semblables en esprit aux Thermopyles, la flotte perse se heurta à la ruse et à la discipline grecque. À Salamine, l'Empire subit un revers décisif. Les navires perses, trop nombreux pour manœuvrer efficacement, s'entrechoquèrent, tandis que les trirèmes grecs frappaient avec précision. Xerxès, observant la bataille depuis la rive, vit son rêve de domination vaciller, mais même dans la défaite, l'ombre des Thermopyles planait. Les marins grecs se souvenaient des Spartiates morts dans le défilé. Ils se souvenaient que reculer n'était pas une option. Chaque rame plongée dans l'eau, chaque choc contre la coque ennemie, portait en lui l'écho du sacrifice de Léonidas et de ses hommes. La mort n'était plus une fin, mais un prix que l'on pouvait payer pour la liberté. L'année suivante, sur terre, l'affrontement final eut lieu. Les Perses, privés de leur supériorité navale, durent affronter des armées grecques, désormais unies par une cause commune. La victoire grecque mit fin à l'invasion et força Xerxès à se retirer, laissant derrière lui les ruines de son ambition. L'Empire perse survivrait encore longtemps, mais jamais plus il ne tenterait de soumettre la Grèce de cette manière. Avec le temps, la bataille des Thermopyles devint plus qu'un événement militaire. Elle se transforma en mythe fondateur, un récit transmis de génération en génération. On ne se souvenait pas seulement du nombre écrasant des Perses, mais de la décision consciente de quelques hommes d'affronter une mort certaine
pour offrir une chance à tous les autres. Les poètes chantèrent leur courage. Les philosophes méditèrent sur le sens de leur sacrifice. Les mères racontèrent à leurs enfants l'histoire de ces guerriers qui avaient tenu face à l'impossible. Les Thermopyles enseignèrent au monde que la victoire ne se mesure pas uniquement en territoire conquis ou en ennemis vaincus. Parfois, perdre une bataille peut gagner une guerre, non par la force des armes, mais par la puissance de l'exemple. Les 300 Spartiates, aux côtés de leurs alliés, avaient montré que l'honneur et la fidélité à une loi, à une idée, pouvaient défier un empire. Et ainsi, longtemps après que les corps se furent dissipés dans la poussière du défilé, après que les armées se furent retirées et que les rois furent oubliés, il resta une vérité simple et terrible. Aux Thermopyles, des hommes avaient choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Et ce choix, plus que toute victoire, changea le cours de l'histoire. Les années passèrent, mais l'écho des Thermopyles ne s'éteignit jamais. Là où les Perses avaient vu une victoire coûteuse, les Grecs avaient trouvé un sens nouveau à leur lutte. La mémoire de Léonidas et de ses hommes s'insinua dans chaque décision politique, dans chaque débat, dans chaque préparation militaire. Ce n'était plus seulement une guerre contre un envahisseur étranger, c'était devenu une lutte pour définir ce que signifiait être libre. À Sparte, la perte des 300 ne provoqua ni remise en question ni regret. La cité continua de vivre selon ses lois immuables. Les mères élevèrent leurs fils avec la même dureté, leur rappelant que leur père n'avait pas péri en vain. Les jeunes garçons, lorsqu'ils entraient dans l'agogée, entendaient très tôt les récits du défilé étroit, des lances brisées, des boucliers éclaboussés de sang. On leur apprenait que la vraie défaite n'était pas la mort, mais la désobéissance. Ainsi, les Thermopyles devinrent un pilier silencieux de l'identité spartiate, une preuve que leur mode de vie, aussi cruel qu'il fût, avait produit des hommes capables de tenir face à l'impossible. Dans le reste de la Grèce, le souvenir prit une forme différente. À Athènes, la victoire navale et la fin de l'invasion nourrirent un sentiment de confiance inédit. La cité se reconstruisit, plus ambitieuse que jamais. Les murs s'élevèrent, la flotte s'agrandit et la démocratie, renforcée par l'épreuve, s'imposa comme un modèle opposé à la tyrannie orientale. Pourtant, même dans cette effervescence, le sacrifice spartiate demeurait un rappel constant. Sans les jours gagnés au prix du sang, rien de tout cela n'aurait été possible. Les poètes commencèrent à transformer l'histoire en légende. Les faits précis se mêlèrent aux images symboliques. Les 300 devinrent l'incarnation de la discipline parfaite, les Perses une marée sans visage, et le défilé un seuil entre le monde des hommes et celui des héros. Les noms des Thespiens, pourtant morts aux côtés des Spartiates, s'effacèrent peu à peu dans la mémoire collective, éclipsés par la force du symbole spartiate. L'histoire, comme toujours, choisit ses figures et simplifia ses récits. Du côté perse, les Thermopyles laissèrent également une trace, bien que plus discrète. Xerxès retourna dans ses palais, entouré d'or et de soie. Mais l'ombre de la Grèce ne le quitta jamais. L'expédition, censée être une démonstration de puissance absolue, s'était transformée en avertissement. L'Empire restait immense, mais il avait découvert ses limites. Gouverner des peuples soumis était une chose, briser l'esprit d'hommes prêts à mourir pour leur liberté en était une autre. Avec le temps, l'événement se détacha de son contexte historique pour devenir un archétype. Les Thermopyles cessèrent d'être seulement un lieu pour devenir une idée. Chaque fois qu'une poignée d'hommes se dressait contre une force écrasante, on invoquait le souvenir du défilé. Chaque fois qu'un sacrifice semblait inutile sur le moment mais décisif à long terme, on pensait à Léonidas. La bataille entra dans cette catégorie rare d'événements qui dépassent leur époque pour parler à toutes les autres. Pourtant, derrière la légende, il y avait une vérité plus humaine. Les hommes qui se tinrent aux Thermopyles n'étaient pas des statues de bronze animées par un idéal abstrait. Ils connaissaient la peur, la fatigue, la douleur. Ils savaient qu'ils ne reverraient pas leur foyer. Leur grandeur ne résidait pas dans une absence de crainte, mais dans leur capacité à agir malgré elle. C'est cette dimension-là, souvent effacée par le mythe, qui rend leur choix encore plus lourd de sens. Ainsi, la bataille des Thermopyles
ne se conclut jamais vraiment. Elle continua de vivre dans les discours, dans les enseignements, dans les comparaisons que l'on faisait à travers les siècles. Elle rappela inlassablement que l'histoire n'est pas façonnée uniquement par les vainqueurs, mais aussi par ceux qui acceptent de perdre pour que d'autres puissent gagner. Et tant que cette idée subsistera, tant que des hommes se souviendront qu'il est parfois nécessaire de se dresser, même sans espoir de survie, les Thermopyles ne cesseront jamais d'exister. Le temps, pourtant, ne s'arrête jamais devant les monuments de la mémoire. Après les guerres médiques, la Grèce entra dans une ère nouvelle, façonnée à la fois par la victoire et par les blessures laissées ouvertes. Les Thermopyles demeurèrent présentes comme une braise sous la cendre, rappelant sans cesse ce que coûtait la liberté. Mais cette même liberté allait bientôt opposer les Grecs entre eux, révélant l'ironie tragique de leur histoire. Athènes, portée par sa flotte et par son prestige, devint le centre d'un monde grec transformé. Les alliés d'hier se retrouvèrent liés par des traités qui, peu à peu, prirent la forme d'une domination déguisée. Sparte observait cette montée en puissance avec méfiance. Pour elle, l'héritage des Thermopyles n'était pas une promesse d'expansion, mais un rappel sévère des limites que l'homme devait accepter. Là où Athènes construisait des murs et des empires maritimes, Sparte se repliait sur sa terre, sur sa discipline, sur son passé glorieux. Les récits de Léonidas et des 300 continuaient d'être transmis, mais leur sens se fragmentait. Pour certains, ils justifiaient la guerre totale, l'idée que mourir pour une cause suffisait à la rendre juste. Pour d'autres, ils représentaient un avertissement, celui de ne jamais oublier le prix humain derrière les mots, comme honneur et devoir. Ainsi, la mémoire des Thermopyles devint un miroir dans lequel chaque génération voyait ce qu'elle voulait y voir. Lorsque la guerre du Péloponnèse éclata, opposant Sparte et Athènes, l'ombre du défilé étroit planait encore. Les Spartiates se souvenaient de l'exemple de Léonidas lorsqu'il marchait contre d'autres Grecs. Mais cette fois, l'ennemi ne parlait pas une langue étrangère, ne portait pas des vêtements exotiques. C'était un frère, un rival, un reflet d'eux-mêmes. La noblesse du sacrifice des Thermopyles semblait alors plus lointaine, presque irréelle, face à la brutalité d'une guerre civile prolongée. Et pourtant, même dans cette période sombre, la légende persistait. Elle rappelait ce que les Grecs avaient été capables d'accomplir lorsqu'ils étaient unis. Elle devenait une mesure silencieuse de leur chute morale. Chaque siège, chaque massacre, chaque cité détruite résonnait comme une trahison implicite de l'esprit de ceux qui avaient tenu aux Thermopyles, non pour dominer, mais pour protéger. Au fil des siècles, la Grèce perdit son indépendance politique. Les royaumes, puis les empires, se succédèrent. Mais les Thermopyles survécurent à toutes les conquêtes. Les Romains eux-mêmes, maîtres du monde méditerranéen, admiraient ce sacrifice ancien. Ils y voyaient un idéal martial, une démonstration de vertu et de discipline qu'ils cherchaient à imiter. Ainsi l'histoire franchit les frontières et les époques, emportant avec elle le souvenir du défilé brûlant. À mesure que le temps effaçait les détails concrets, il restait une image presque immuable, celle d'hommes conscients de leur fin, choisissant malgré tout de rester. Cette image devint un langage universel. Elle parla aux soldats partant pour des guerres lointaines, aux peuples opprimés cherchant un symbole de résistance, aux penseurs méditant sur le sens du sacrifice. Les Thermopyles cessèrent définitivement d'appartenir à la seule Grèce antique. Et peut-être est-ce là leur véritable victoire. Non pas d'avoir arrêté une armée, ni même d'avoir changé le cours immédiat d'une guerre, mais d'avoir inscrit dans la mémoire humaine une question éternelle. Jusqu'où un homme est-il prêt à aller pour rester fidèle à ce qu'il croit juste? Tant que cette question continuera d'être posée, tant que l'humanité oscillera entre soumission et résistance, le nom des Thermopyles continuera de résonner, comme un écho lointain venu d'un étroit passage entre la mer et la montagne. Avec le recul des siècles, les Thermopyles cessèrent peu à peu d'être un simple événement historique pour devenir un point fixe dans la conscience humaine. Les pierres du défilé,
battus par le vent et la mer, virent de passer d'autres armées, d'autres voyageurs, d'autres empires. Pourtant, aucun d'eux ne pouvait ignorer le poids invisible de ce qui s'y était joué. Le lieu semblait chargé d'une gravité particulière, comme si la terre elle-même se souvenait. Les historiens tentèrent de démêler la réalité de la légende. Ils comptèrent les effectifs, discutèrent des tactiques, analysèrent les décisions. Ils rappelèrent que les 300 n'étaient pas seuls, que d'autres Grecs avaient combattu et étaient morts à leur côté. Mais ces précisions, aussi justes soient-elles, ne suffisaient jamais à dissoudre le mythe. Car ce que l'on retenait avant tout, ce n'était pas un chiffre exact ou une manœuvre militaire, mais un geste, celui de rester quand tout invitait à fuir. À mesure que le monde changeait, ce geste trouva de nouveaux échos. Dans des époques troublées, lorsque des peuples se virent confrontés à des forces écrasantes, les Thermopyles revinrent comme une référence presque instinctive. Elles rappelaient que la résistance n'est pas toujours mesurée à son efficacité immédiate, mais à la fidélité à un principe. Cette idée traversa les cultures, les langues et les religions, s'adaptant sans jamais se perdre. Mais il y avait aussi une leçon plus sombre, plus silencieuse. Les Thermopyles montraient le coût humain de l'héroïsme. Derrière la gloire et les inscriptions gravées dans la pierre, il y avait des familles brisées, des lignées interrompues, des vies arrêtées nettes. La grandeur du sacrifice ne supprimait pas la douleur qu'il engendrait. Elle la rendait simplement supportable, en lui donnant un sens. C'est peut-être pour cela que l'histoire de Léonidas et de ses hommes restait si puissante. Elle ne promettait pas le bonheur, mais la dignité. À la fin, ce que les Thermopyles léguèrent au monde n'était ni une stratégie militaire ni une doctrine politique. C'était une question laissée en suspens, transmise d'âge en âge. Que vaut une vie face à une loi, à une cité, à une idée? Et qui a le droit de répondre à cette question, sinon celui qui accepte d'en payer le prix? Ainsi, le défilé étroit continua d'exister bien au-delà de sa géographie. Il devint un lieu intérieur, un moment où chaque être humain, confronté à l'injustice ou à la peur, se retrouve face à un choix fondamental: avancer, céder ou rester. Les hommes des Thermopyles avaient choisi de rester, et tant que ce choix continuera d'être compris, discuté, contesté ou admiré, leur combat ne s'achèvera jamais. Le récit, en atteignant ce point, ne cherchait plus à avancer dans le temps, mais à s'approfondir. Les Thermopyles avaient cessé d'être un souvenir extérieur pour devenir une matière intérieure, un repère moral auquel on revenait sans cesse. Chaque époque y projetait ses propres peurs, ses propres espoirs, comme si le défilé offrait un miroir intemporel à la condition humaine. Dans l'Antiquité déjà, les penseurs s'interrogèrent sur le sens véritable de cet acte. Était-ce l'obéissance aveugle à une loi sévère ou l'expression la plus pure de la liberté individuelle? Les Spartiates obéissaient, certes, mais ils avaient aussi choisi cette obéissance. Rien ne les obligeait à rester jusqu'au bout, sinon leur conception de l'honneur. Cette nuance, subtile et profonde, traversa les siècles sans jamais être pleinement résolue. Les générations suivantes héritèrent de ce dilemme. À mesure que les sociétés devenaient plus complexes, que les empires se formaient et se défaisaient, l'exemple des Thermopyles conservait une force presque dérangeante. Ils refusaient les réponses simples. Ils ne disaient pas que mourir était préférable à vivre, ni que toute cause méritait le sacrifice suprême. Ils montraient seulement que, dans certaines circonstances extrêmes, l'homme pouvait décider que certaines valeurs avaient plus de poids que sa propre survie. C'est peut-être pour cela que l'histoire des Thermopyles a toujours coexisté avec un malaise discret. Elle inspire, mais elle inquiète. Elle élève, mais elle interroge. Elle rappelle que l'héroïsme, lorsqu'il est exalté sans réflexion, peut devenir un piège. Le courage des 300 ne résidait pas dans la recherche de la mort, mais dans l'acceptation lucide de celle-ci lorsque toutes les autres options avaient disparu. Ainsi, le défilé n'enseignait pas la violence, mais la limite entre la peur et le devoir, entre l'instinct de conservation et la fidélité à soi-même. Il rappelait que chaque société, chaque individu, finit un jour par se tenir symboliquement aux Thermopyles,
confrontés à un choix qui ne peut être délégué à personne d'autre. Et dans ce choix, il n'y a ni victoire assurée, ni récompense garantie. Il n'y a que la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on fait. Les hommes qui moururent entre la mer et la montagne n'ont pas laissé derrière eux un manuel de guerre ou une doctrine figée. Ils ont laissé un exemple brut, exigeant, parfois inconfortable. Un exemple qui ne demande pas d'être imité mais compris. C'est dans cette compréhension que leur héritage trouve sa véritable profondeur. Tant que l'histoire sera racontée, tant que l'humanité cherchera un sens à ses sacrifices et à ses résistances, les Thermopyles demeureront présentes, non comme une fin, mais comme une question ouverte, posée à chaque époque, à chaque conscience. À ce stade du récit, les Thermopyles n'étaient plus seulement un héritage antique, mais une présence diffuse dans la mémoire collective, presque imperceptible, mais persistante. Elles vivaient dans les silences entre les mots, dans les moments où une société hésite, où un individu sent le poids d'une décision irréversible. Le défilé n'était plus un lieu géographique, il était devenu une frontière intérieure. À mesure que les siècles s'éloignaient de l'événement originel, la figure de Léonidas se dépouillait de ses traits humains pour devenir un symbole. On ne se demandait plus quel homme il avait été, mais ce qu'il représentait. Le roi cessait d'être un chef de guerre pour devenir une idée, celle de la responsabilité ultime, non pas celle qui consiste à commander, mais celle qui oblige à rester lorsque l'on pourrait partir. Cette transformation du réel en symbole était inévitable. Toute mémoire collective procède ainsi, simplifiant pour survivre. Mais cette simplification avait un prix. En exaltant l'image du sacrifice, on risquait d'oublier la complexité du choix. Les hommes des Thermopyles n'avaient pas cherché la mort pour la mort. Ils avaient accepté une fin qu'ils jugeaient inévitable afin de donner un sens à leur action. Cette nuance, fragile, se perdait parfois dans les récits trop glorieux, dans les discours qui utilisèrent leur exemple sans en assumer la gravité. Pourtant, malgré ces déformations, quelque chose demeurait intact, une forme de vérité primitive, presque brutale, celle qui affirme que face à une force écrasante, l'homme conserve toujours une dernière liberté, celle de décider comment il affrontera l'inévitable. Cette liberté-là, aucune armée ne pouvait la confisquer. C'est elle qui faisait des Thermopyles un événement singulier, irréductible à une simple défaite tactique. Ainsi, le récit se prolongeait sans jamais se clore. Chaque génération y ajoutait une couche de sens, parfois contradictoire, parfois excessive, mais toujours animée par le besoin de comprendre. Pourquoi ces hommes étaient-ils restés? Pourquoi leurs gestes continuaient-ils de résonner alors que tant d'autres batailles avaient sombré dans l'oubli? La réponse n'était jamais définitive. Et c'est précisément cette absence de conclusion qui entretenait la force du mythe. Les Thermopyles n'offraient pas de consolation facile. Elles ne promettaient pas que le sacrifice serait récompensé, ni que la justice triompherait toujours. Elles disaient seulement que certaines décisions, une fois prises, donnent à une vie une cohérence que rien ne peut effacer, pas même la mort. Et dans un monde où l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, cette cohérence silencieuse constituait une forme rare de victoire. Ainsi, le défilé continuait de s'étendre, non pas dans l'espace mais dans le temps et dans les consciences. Tant que l'humanité serait confrontée à des choix impossibles, tant qu'elle chercherait un sens à la résistance et au renoncement, les Thermopyles resteraient là, immobiles, brûlantes, comme une ligne invisible que chacun, un jour ou l'autre, est appelé à reconnaître. Le fil du récit avançait encore, non plus porté par les faits, mais par la persistance d'une mémoire qui refusait de se taire. Les Thermopyles, désormais, existaient dans une zone étrange entre l'histoire et la conscience. Elles n'étaient plus seulement racontées, elles étaient invoquées à chaque époque de crise, à chaque moment où le monde semblait basculer sous le poids de forces incontrôlables. Leur nom revenait, presque instinctivement, comme si l'humanité cherchait dans ce souvenir ancien une confirmation de sa propre capacité à tenir. Ce qui fascinait, ce n'était pas tant le combat que l'instant précédant le combat,
ce moment suspendu où Léonidas et ses hommes savaient. Ils savaient que l'issue était scellée, que le sentier de montagne avait condamné leur position, que l'aube suivante serait la dernière. Et pourtant, rien dans les récits ne parle de panique ou de supplication. Il y a au contraire une forme de calme implacable, comme si, une fois la décision prise, le poids de l'angoisse s'était dissous, remplacé par une clarté brutale. Cette clarté est peut-être la clé de tout. Les Thermopyles ne racontent pas l'illusion de la victoire, mais la lucidité face à la défaite. Elles montrent ce qui se produit lorsque l'homme cesse d'espérer un salut extérieur et assume pleinement les conséquences de son choix. Dans un monde où l'on cherche sans cesse des issues, des compromis, des échappatoires, cette acceptation radicale demeure profondément dérangeante. Avec le temps, les sociétés modernes, bien éloignées des phalanges et des lances, continuèrent pourtant de dialoguer avec ce passé. On ne parlait plus de Sparte ou de Perse, mais de résistance, de dignité, de refus. Les mots changeaient, les contextes aussi, mais la structure du dilemme restait intacte. Être plus faible n'impliquait pas nécessairement être soumis. Il existait une zone où la faiblesse pouvait se transformer en affirmation, non par la force, mais par la cohérence. Les Thermopyles rappelaient aussi que toute communauté, aussi fière soit-elle, repose sur des individus capables d'assumer le pire pour préserver l'essentiel. Sans ces moments extrêmes, les valeurs restent abstraites, faciles à proclamer, mais fragiles. Ce sont les situations sans issue qui leur donnent un poids réel. C'est là que les mots cessent d'être des promesses pour devenir des actes. Ainsi, le récit avançait vers une forme de silence. Non pas un silence vide, mais un silence chargé, dense, comme celui qui précède une décision irréversible. Les Thermopyles n'avaient jamais livré de conclusion définitive, et c'était peut-être leur plus grande force. Elles refusaient d'être enfermées dans une morale simple. Elles ne disaient ni « fais comme eux », ni « ne le fais jamais ». Elles montraient seulement ce qui est possible lorsque l'homme décide de ne plus reculer. Et dans cette possibilité, toujours ouverte, résidait leur héritage ultime, tant que l'histoire continuerait de produire des situations où l'on doit choisir entre la survie et le sens, entre l'abandon et la fidélité à soi-même, le défilé étroit continuerait d'exister, invisible, intemporel, brûlant, non comme un lieu à atteindre, mais comme une ligne intérieure que chacun, tôt ou tard, se retrouve contraint de regarder en face. Le récit atteignait alors une zone presque immobile, où le temps cessait d'être une ligne pour devenir une profondeur. Les Thermopyles n'étaient plus racontés comme un passé, mais comme une expérience humaine récurrente, qui se répète sous des formes différentes, dans des contextes nouveaux, sans jamais perdre sa structure fondamentale. Ce n'était plus une histoire de Grecs et de Perses, mais celle d'un face-à-face éternel entre la contrainte et le choix. À mesure que les siècles avançaient, l'humanité accumulait des victoires techniques, des systèmes politiques complexes, des discours élaborés sur le droit et la morale. Et pourtant, dans les moments de crise extrême, tout cela semblait se réduire à une question simple et brutale. Rester ou partir, se taire ou parler, se soumettre ou accepter les conséquences du refus. Les Thermopyles, dans leur nudité tragique, rappelaient que derrière toutes les constructions humaines, il restait toujours cet instant nu où aucune théorie ne pouvait remplacer la décision. Ce qui rendait cet instant si lourd, c'était l'absence de garantie. Aux Thermopyles, rien n'assurait que le sacrifice serait compris, encore moins honoré. Les hommes qui restèrent ne savaient pas qu'ils deviendraient un symbole. Ils ne savaient pas que leur nom serait gravé, que leurs gestes seraient transmis. Ils savaient seulement que s'ils quittaient le défilé, quelque chose d'irréparable se briserait en eux. Leur choix ne reposait pas sur la postérité, mais sur une cohérence immédiate entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils faisaient. C'est peut-être là que réside la dimension la plus dérangeante de cette histoire. Elle ne propose pas une morale confortable. Elle ne promet ni reconnaissance, ni victoire finale, ni rédemption. Elle montre que certaines décisions doivent être prises sans espoir de récompense, uniquement pour préserver une intégrité intérieure. Dans un monde où l'on cherche souvent à justifier ses actes par leurs résultats, cette logique inverse reste profondément troublante.
Ainsi, le récit ne s'achevait pas par une conclusion, mais par une forme de dépouillement. Tout ce qui était superflu tombait, les chiffres, les discours, les images héroïques. Il ne restait qu'un défilé étroit, une armée immense et un petit groupe d'hommes conscients de leur fin. Et au cœur de cette scène, une décision silencieuse, presque invisible, mais plus puissante que n'importe quelle victoire militaire. Les Thermopyles demeuraient alors comme une ligne de fracture dans l'histoire humaine. Non pas un modèle à reproduire, mais une borne extrême, indiquant jusqu'où l'homme peut aller lorsqu'il refuse de renoncer à ce qu'il juge essentiel. Elle n'ordonnait rien, elle n'exigeait rien. Elle se contentait d'exister, implacable, comme un rappel que la liberté véritable commence parfois là où toute issue disparaît. Et c'est peut-être pour cela que ce récit ne pouvait jamais vraiment se terminer. Tant que des hommes et des femmes se retrouveront face à des choix sans issue, tant que la peur et la dignité entreront en conflit, les Thermopyles continueront de vivre, non comme un souvenir figé, mais comme une tension permanente, inscrite au plus profond de l'expérience humaine. Le récit poursuivait sa lente descente vers l'essentiel, comme si chaque mot supplémentaire devait désormais être justifié. Les Thermopyles, après tant de siècles de commentaires, d'analyses et d'exaltation, semblaient résister à toute tentative d'appropriation définitive. Plus on cherchait à les expliquer, plus elles se dérobaient, laissant derrière elles une impression persistante d'inachevé. Ce caractère inachevé n'était pas une faiblesse, mais leur nature même. Les Thermopyles n'étaient pas une réponse, mais une confrontation. Elles forçaient chacun à reconnaître que certaines situations humaines échappent à toute résolution satisfaisante. Il n'y a pas de justice complète, pas de réparation totale, pas de bilan équilibré. Il n'y a qu'un instant où le choix doit être fait, sans certitude, sans recours. À cet instant, tout ce qui entoure l'homme disparaît. Les discours collectifs, les stratégies, les calculs, même la peur de la mort perdent de leur netteté. Il reste une question nue. Que vaut ma vie si je renonce à ce que je considère comme juste ? Les hommes des Thermopyles n'ont pas répondu par des mots. Ils ont répondu par leur présence, en restant. C'est peut-être pour cela que leurs gestes continuent de déranger. Ils mettent en lumière une exigence que nul ne peut imposer à autrui, mais que chacun peut sentir peser sur lui-même. Ils rappellent que la liberté n'est pas seulement le droit de choisir parmi plusieurs options confortables, mais parfois la capacité de choisir quand il n'en reste plus qu'une seule et qu'elle mène à la perte. Ainsi, les Thermopyles demeurent comme une frontière morale extrême. Elles ne définissent pas ce que l'on doit faire, mais jusqu'où l'on peut aller sans se trahir. Elles ne glorifient pas la mort, mais montrent qu'il existe des circonstances où la survie, seule, ne suffit plus à donner un sens à l'existence. Le récit, arrivé à ce point, ne cherchait plus à convaincre ni à émouvoir. Il se contentait de poser une présence, une scène simple et terrible, un passage étroit, une armée infinie, quelques hommes qui savent. Tout le reste, la gloire, la mémoire, la légende, viendrait plus tard, sans eux. Eux n'avaient que l'instant, et peut-être est-ce là, finalement, la vérité la plus profonde des Thermopyles. Elle ne parle pas de l'histoire telle qu'on la raconte après coup, mais de l'histoire telle qu'on la vit au moment où elle se décide. Dans la solitude du choix, sans témoin, sans promesse. Là où l'homme ne peut plus se cacher derrière rien d'autre que lui-même, le récit approchait désormais de son point de condensation ultime, là où toute parole devient presque superflue. Les Thermopyles n'étaient plus un événement à décrire, mais une densité de sens, un nœud où se rejoignaient l'histoire, la mémoire et l'expérience intime de la limite. À ce stade, il devenait clair que ce qui avait été accompli dans ce défilé étroit ne pouvait être ni répété ni dépassé, non parce que les hommes modernes seraient incapables de courage, mais parce que chaque époque produit ses propres Thermopyles, sous des formes différentes, souvent moins visibles, parfois plus solitaires. Le champ de bataille n'est plus toujours un lieu physique, il peut être une conscience, une parole refusée, un acte maintenu malgré la certitude de la perte. Les hommes de Léonidas avaient agi dans un monde où la mort était une compagne familière. Pourtant, même pour eux, le choix ne fut pas facile. La discipline spartiate n'abolissait pas l'instinct de survie.
Elle ne faisait que l'encadrer, le contenir, jusqu'au moment où il devait être sacrifié à quelque chose de jugé supérieur. Ce moment-là, aucune loi ne pouvait l'imposer de l'extérieur. Il naissait d'un accord silencieux entre l'homme et ce qu'il reconnaissait comme non négociable. C'est ce silence qui traverse encore les siècles, un silence plus éloquent que tous les discours. Il ne proclame rien, ne menace rien, ne promet rien. Il se tient simplement là, comme une ligne invisible que l'on ne voit qu'au moment précis où on la franchit. Les Thermopyles ne disent pas quand il faut rester. Elles montrent seulement ce que signifie rester quand on l'a décidé. Ainsi, le récit s'épurait jusqu'à devenir presque immobile. Il ne restait plus de progression, plus de conclusion attendue, car toute conclusion trahirait la nature même de cet événement. Les Thermopyles ne se ferment pas. Elles demeurent ouvertes, comme une blessure ancienne qui ne cicatrise jamais complètement, non par faiblesse, mais parce qu'elle rappelle quelque chose d'essentiel. Elle rappelle que l'homme n'est jamais entièrement déterminé par les forces qui le dépassent. Même face à l'inéluctable, il lui reste une marge infime mais décisive, celle de choisir la forme de sa fidélité. Fidélité à une loi, à une idée, à une communauté ou simplement à soi-même. Cette fidélité n'efface pas la mort, mais elle lui refuse le dernier mot. Et c'est là, dans ce refus silencieux, que les Thermopyles trouvent leur ultime résonance. Non comme un chant de gloire, ni comme un appel au sacrifice, mais comme une présence persistante au cœur de l'expérience humaine. Tant que l'homme sera confronté à des situations où vivre sans se renier devient impossible, le défilé brûlant continuera d'exister. Non dans les livres, ni dans les pierres, mais dans cet instant fragile où une décision, une seule, suffit à donner à toute une vie son poids et sa cohérence. Le récit, arrivé à ce point, ne cherchait plus à avancer, mais à se dissoudre lentement dans ce qu'il avait révélé. Les Thermopyles n'étaient plus un sommet narratif à atteindre, mais une profondeur à accepter. Tout ce qui pouvait être dit l'avait été, et pourtant quelque chose persistait, irréductible, comme un reste que le langage ne parvenait jamais à épuiser. Ce reste, c'était la solitude du choix, non celle que l'on romantise, mais celle que l'on traverse sans témoin, sans certitude, sans possibilité de déléguer. Les hommes des Thermopyles n'avaient pas choisi ensemble par vote ou par débat. Ils avaient choisi chacun, intérieurement, dans un accord tacite qui n'avait pas besoin d'être formulé. C'est cette dimension intime, presque invisible, qui donne à leurs gestes une portée universelle. Ce n'est pas l'unité imposée qui les définit, mais la convergence libre de décisions individuelles face à une même fin. À mesure que les siècles passent, cette vérité devient plus dérangeante que réconfortante. Elle rappelle que personne ne peut se réfugier éternellement derrière des structures, des ordres ou des circonstances. Il arrive toujours un moment où l'homme se retrouve seul avec ce qu'il juge acceptable ou non. À cet instant, les Thermopyles ne sont plus un souvenir ancien, mais une présence immédiate, presque oppressante. Ainsi, le récit ne se clôt pas par une image héroïque, mais par une tension maintenue. Rien n'est résolu, rien n'est apaisé. Les Thermopyles ne promettent ni salut ni sens automatique. Elles ne garantissent pas que le sacrifice sera compris, encore moins qu'il sera justifié. Elles montrent seulement qu'il existe une forme de cohérence qui ne dépend ni du succès ni de la reconnaissance. Cette cohérence est exigeante. Elle ne peut être invoquée à la légère. Elle ne supporte ni l'imitation aveugle ni l'exaltation creuse. Elle oblige à regarder en face ce que l'on est prêt à perdre pour ne pas se renier. Et c'est précisément pour cela que l'histoire des Thermopyles continue de résonner. Elle ne flatte pas, elle met à l'épreuve. À la fin, il ne reste ni vainqueur ni vaincu, mais une ligne invisible tracée entre ce qui peut être négocié et ce qui ne l'est pas. Les hommes qui sont morts dans le défilé n'ont pas tracé cette ligne pour les autres. Ils l'ont simplement reconnue pour eux-mêmes. Et c'est dans cette reconnaissance silencieuse que se trouve toute la gravité de leurs gestes. Le récit peut alors s'arrêter, non parce qu'il est achevé, mais parce qu'il a atteint ce point où toute continuation serait une répétition. Les Thermopyles demeurent immobiles et brûlantes, comme une question sans réponse définitive. Une question que chaque époque, chaque conscience
et condamné à reformuler autrement, sans jamais pouvoir l'effacer. Le récit désormais avançait comme une braise qui refuse de s'éteindre. Il n'y avait plus de progression dramatique, plus de montée ni de chute, seulement une persistance. Les Thermopyles demeuraient là, non comme un souvenir glorieux, mais comme une présence obstinée, presque inconfortable, qui obligeait à penser au-delà des récits rassurants. Car à force d'être racontée, l'histoire avait montré ce qu'elle n'était pas. Elle n'était pas une invitation au martyre. Elle n'était pas une célébration de la mort. Elle n'était pas une justification de la violence. Elle était le témoignage d'un point de rupture, de cet instant rare où l'homme comprend que continuer à vivre, dans certaines conditions, équivaudrait à se perdre lui-même. C'est ici que les Thermopyles deviennent profondément humaines, non pas dans l'exploit, mais dans la limite, dans cette frontière invisible où l'on cesse de calculer, où l'on cesse d'espérer un retournement providentiel et où l'on accepte que la dignité puisse coûter tout ce que l'on possède. Les hommes de Léonidas n'ont pas cherché à être des exemples. Ils ont simplement refusé de franchir une ligne intérieure qu'ils savaient irréversible. Cette ligne, chaque époque la redessine différemment. Elle n'a pas toujours la forme d'un champ de bataille. Elle peut être une parole que l'on refuse de renier, un geste que l'on maintient malgré la menace, un silence que l'on accepte plutôt qu'un mensonge. Mais dans tous les cas, la structure est la même. Une force écrasante d'un côté, une conscience de l'autre, et entre les deux, un choix sans garantie. Les Thermopyles rappellent alors quelque chose que l'histoire aime oublier, que la grandeur ne réside pas dans le résultat, mais dans la fidélité à ce que l'on reconnaît comme juste, que certaines défaites, bien qu'inutiles en apparence, tracent des lignes de sens qui traversent les siècles, et que ces lignes ne sont jamais confortables, jamais consensuelles. Ainsi, le récit n'atteignait pas une fin, mais une stabilité. Il cessait de chercher à émouvoir pour simplement demeurer, comme une pierre laissée sur le chemin que chacun peut contourner, ignorer ou ramasser. Les Thermopyles ne contraignent personne, elles ne promettent rien. Elles existent et cela suffit. Et peut-être est-ce là leur ultime pouvoir, non pas de commander ni d'inspirer automatiquement, mais de rappeler inlassablement que l'homme n'est jamais entièrement innocent de ce qu'il accepte, qu'il existe toujours un point où l'on choisit, même dans la contrainte la plus extrême, même dans la défaite, même dans la mort. Le défilé brûlant reste alors ouvert, non comme un appel, mais comme une question silencieuse, une question que nul ne peut poser à la place d'un autre, une question qui n'exige pas de réponse immédiate, mais qui demeure, patiente, jusqu'au jour où chacun, à son tour, se retrouve face à sa propre frontière intérieure. Le récit arrivait à ce point où il ne pouvait plus s'étendre sans se transformer. Après tant de couches de mémoire, de réflexion et de silence, il ne restait plus qu'un noyau dur, presque immobile, autour duquel tout avait gravité. Les Thermopyles n'étaient plus une histoire que l'on raconte, mais une réalité que l'on reconnaît. Elles n'appartenaient plus aux Spartiates, ni même aux Grecs. Elles n'appartenaient plus à l'Antiquité. Elles étaient devenues une forme, une structure invisible qui surgit chaque fois que l'homme se heurte à l'inacceptable. Une situation où céder serait plus simple, plus sûr, plus rationnel, mais où céder signifierait aussi disparaître intérieurement. À ce niveau-là, il n'y a plus de foule, plus de discours, plus de témoins. Il n'y a pas d'ennemi clairement identifiable, pas de roi sur un trône d'or, pas de défilé entre la mer et la montagne. Il n'y a qu'un être humain face à une limite. Et cette limite n'est jamais imposée de l'extérieur. Elle est reconnue, intimement, comme une frontière au-delà de laquelle quelque chose de fondamental serait perdu. Les hommes des Thermopyles ont traversé cette reconnaissance jusqu'au bout. Ils n'ont pas cherché à l'expliquer ni à la justifier. Ils l'ont simplement assumée. Leur grandeur ne réside pas dans l'éclat de leur mort, mais dans la simplicité implacable de leurs décisions. Ils ont accepté de ne plus négocier avec ce qu'ils étaient. C'est pour cela que le récit peut enfin s'éteindre sans se conclure. Il n'y a rien à ajouter, rien à embellir, rien à corriger. Tout ce qui comptait s'est déjà joué dans cet instant nu où rester était devenu plus vrai que survivre. Après cela,
La légende, la mémoire, les interprétations ne sont que des échos. Les Thermopyles demeurent alors comme une présence silencieuse, sans injonction, sans promesse. Elles ne disent pas « fais comme eux », elles demandent seulement « jusqu'où es-tu prêt à aller pour ne pas te trahir ?» Et cette question n'a pas de réponse universelle. Elle change avec chaque vie, chaque époque, chaque conscience. Ainsi le récit se tait, non par épuisement, mais par fidélité à ce qu'il a révélé. Il laisse derrière lui un espace vide, volontairement, un espace où chacun, un jour ou l'autre, se retrouve seul face à sa propre version du défilé brûlant. Et dans ce face-à-face, aucune histoire ne peut plus servir d'abri. Il ne reste que le choix, et le poids entier de ce choix. Le récit entrait alors dans son avant-dernier souffle, là où toute narration touche presque à sa propre disparition. Les Thermopyles, après avoir été un lieu, un événement, une mémoire puis une question, devenaient une sorte de seuil, non plus celui que l'on franchit, mais celui devant lequel on s'arrête, conscient qu'aller plus loin n'apporterait pas plus de clarté. À ce stade, même la figure des 300 s'effaçait doucement, non par oubli, mais parce que leur nombre importait moins que ce qui l'avait rendu visible. Ils n'étaient volés plus des guerriers identifiables, mais l'expression d'une possibilité humaine extrême, une possibilité rare, coûteuse et profondément inconfortable, celle d'assumer une perte totale pour préserver une fidélité intérieure. Ce que les Thermopyles avaient exposé, au fond, ce n'était pas la grandeur de l'homme, mais sa vulnérabilité consciente. Le fait que l'homme sait, il sait quand il n'y a plus d'issue, il sait quand la négociation est devenue une forme de renoncement, il sait quand rester signifie tout perdre, sauf soi-même. Cette lucidité, bien plus que le courage physique, est ce qui rend la scène presque insoutenable à contempler, car elle ne laisse aucune échappatoire morale. Elle ne permet pas de se réfugier derrière la fatalité, ni derrière l'obéissance aveugle, ni derrière l'espoir d'un miracle. Elle place l'homme face à une responsabilité nue, celle de consentir ou non à ce qu'il devient en survivant. Les Thermopyles ne condamnent ni ceux qui partent, ni ceux qui restent. Elles montrent simplement que, pour certains, partir aurait été une forme de mort plus profonde. Ainsi, le récit touchait à ce point étrange où il cesse d'être un récit historique pour devenir une expérience de pensée permanente, une tension qui ne se résout pas, parce qu'elle ne doit pas se résoudre. Elle doit rester ouverte, comme un rappel discret mais constant que toute liberté véritable a un coût et que ce coût n'est jamais abstrait. Il ne restait alors qu'une impression, presque silencieuse, celle d'un monde immense, traversé par des forces démesurées, et face à elle, parfois, quelques êtres humains qui choisissent de ne pas se dissoudre, non pour gagner, non pour être admirés, mais pour rester entiers. Ne serait-ce qu'un instant de plus, les Thermopyles, à ce point du récit, ne demandaient plus d'être racontés. Elles demandaient seulement d'être laissées intactes, sans emphase, sans récupération, sans conclusion prématurée, comme une braise que l'on ne touche pas, mais dont on sent encore la chaleur longtemps après que le feu s'est éteint. Et c'est dans cette chaleur résiduelle, discrète mais persistante, que le récit se préparait à s'achever, non dans le fracas, mais dans une retenue volontaire. Car certaines histoires ne se terminent pas par un point final, mais par un espace laissé ouvert, un silence dans lequel la dernière part n'est plus à raconter, mais à reconnaître. Le récit atteignait enfin son dernier seuil. Il n'y avait plus rien à développer, plus rien à expliquer sans trahir ce qui avait été tenu jusqu'ici. Les Thermopyles ne demandaient plus de mots supplémentaires. Elles exigeaient, au contraire, un retrait. Après tout ce qui avait été dit, il devenait clair que leur force ne venait pas de l'accumulation, mais de la retenue, de ce qui avait été volontairement accepté comme perte, de ce qui n'avait pas été sauvé. Les hommes qui restèrent dans le défilé n'avaient pas laissé derrière eux une victoire, ni même une certitude. Ils avaient laissé une trace nue, dépouillée de justification, qui refusait de se refermer. À cet ultime point, il n'y avait plus d'histoire à transmettre, seulement une présence à reconnaître. Une présence qui ne parle pas, qui ne convainc pas, qui ne réclame rien. Elle se tient là, immobile, comme un rappel silencieux que certaines décisions n'ont pas vocation à être comprises par tous, ni répétées,
ni même admirées. Elles existent parce qu'elles ont été nécessaires pour ceux qui les ont prises. Les Thermopyles s'achèvent ainsi sans conclusion, parce que toute conclusion serait une manière de refermer ce qui doit rester ouvert. Elles ne livrent pas une leçon claire, mais une exigence obscure. Elles ne disent pas ce qu'il faut faire, mais jusqu'où un être humain peut aller sans se dissoudre. Elles n'ordonnent pas le sacrifice, elles en révèlent simplement le poids. Et lorsque le récit se tait enfin, il ne laisse pas un vide, mais une densité, quelque chose qui demeure, longtemps après la fin des mots, une ligne intérieure que l'on ne remarque pas toujours, mais qui, le jour où elle apparaît, ne peut plus être ignorée. Ainsi se referme l'histoire, non par une fin éclatante, mais par un silence assumé, le silence de ceux qui sont restés, le silence de ceux qui savaient. Et dans ce silence, intact, persiste la seule chose que ni la défaite, ni le temps, ni l'oubli n'ont jamais pu emporter, la décision de ne pas reculer, même lorsque plus rien ne pouvait être sauvé, sinon la fidélité à soi-même.